et de respect. Voilà, merci Jacques Lang. Et nous allons parler justement de cette exposition donc, de Lima, foot et monde arabe. La révolution du ballon, et nous demander si le foot a bien intégré donc, le monde de la culture, s'il est un véritable objet culturel. Mais auparavant, voici un sujet de TV5 Monde. Si le football est né en Angleterre en 1863, il faut attendre le début du XXe siècle pour le voir arriver dans le monde arabe. Depuis, les rues, les tribunes des stades et les cafés vibrent au rythme du ballon rond et des joueurs de légende. Ancien entraîneur en Algérie et ex-sélectionneur de l'équipe nationale, Nasser Sanjak observe depuis plusieurs années l'éclosion du football dans ces pays arabes. Un sport qui est devenu, selon lui, un moyen d'expression politique et une voie d'émancipation sociale. Comme dans tous les pays arabes, il y a la religion, il y a Dieu, il y a le football juste derrière, quoi, juste à côté, hein, pas très loin. Hein. Et vu les gens, vu l'impact, vu les stades, la monstruosité de la puissance de ces gens-là, de ces supporters-là, ça leur donne une puissance aussi dans la ville et dans le pouvoir politique. Et ça, ils s'en gênent pas, ils l'utilisent bien. Au fil de l'exposition, on découvre aussi les joueurs de légende du monde arabe, les matchs qui ont marqué l'histoire et des anecdotes parfois incroyables, souvent à la frontière entre sport et géopolitique. Autre thème abordé, le football féminin dans les pays arabes. Une pratique qui se heurte encore à des interdits religieux, politiques et culturels, même si les mentalités évoluent peu à peu. On ne se rendait pas compte à quel point le football est très important, surtout pour les femmes aujourd'hui. Et nous allons avoir la chance de faire la Coupe du Monde en quelques temps. Mais sur le plan de l'émancipation, sur le plan des libertés, je crois que c'est une chose très, 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 très importante. Et puis, autre moment fort de cette exposition, les passionnés du ballon rond pourront voir le trophée de la Coupe du Monde, grandeur nature. Oui, c'est le bébé qu'on cherche tous à avoir, tous les entraîneurs. Cette fameuse Coupe du Monde qui est extraordinaire. Tout à l'heure, j'évoquais la morale du football avec Albert Camus. C'est vrai que c'est très ambigu la relation qu'on a entre le sport et la culture, car Jacques Lang vient de sortir, pendant des années, il a voulu intégrer à la culture des choses qui n'étaient pas la culture, disons, classique au sens traditionnel, mais le débat continue à faire rage. Alors, par exemple, chez vous, par exemple au Québec, est-ce que le sport est intégré au monde de la culture? Est-ce que le hockey et Riopel, c'est la même chose? C'est une pertinente question, Guillaume, parce qu'en effet, la culture, le sport, vous nommez le hockey, parce qu'en parenthèse, en visitant l'exposition sur le foot, la culture du foot chez nous est relativement jeune. Comme vous le savez, c'est la culture du hockey. Les Marocains ont Ben Barek, nous avons Maurice Richard comme héros. Alors bref, c'est devenu à ce point culturel, oui. Et si je compare à ce que j'ai vu ici, à Lima, j'ai trouvé ça fascinant de voir l'évolution du sport depuis l'Angleterre du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, à quel point c'est une voie d'émancipation. Par exemple, pour les femmes de Jordanie, c'est une voie de fraternité, de liberté. Et c'est un peu ce que le hockey évoque aussi chez nous. Vous savez, ce sport qui est éminemment très, très rassembleur et qui vient tous nous chercher dans les pores de la peau. Et effectivement, j'y ai vu des parallèles avec ce qui se passe chez nous, avec le hockey. C'est totalement intégré dans notre culture. Alors, qui veut parler de l'exposition elle-même? Estelle. L'exposition, je l'ai trouvée passionnante dans le sens où elle est vraiment très politique. C'est-à-dire que j'avais vu Foot Foreign, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2016, où là, il montrait comment les artistes s'emparaient du foot pour en faire des peintures, des sculptures. On se souvient du film de Douglas Gordon et Philippe Parreno, qui était ce portrait de Zidane, exact, qui avait été réalisé, si ma mémoire est bonne, avec 45 caméras autour d'un match, justement, de Zidane à l'époque où il jouait au Real de Madrid. Et qui a été montré au Palais de Tokyo. Et là, aussi, il y a un petit film sur Zidane, puisque c'est la star du football. Mais c'est vrai que le propos à l'Institut du monde arabe est différent avec le football. En termes de révolution, on l'a vu avec Jacques Lang, c'est vraiment le côté politique. Enfin, moi, qui m'a frappé. Ici, ce sont les artistes, ce sont les footballeurs. Les œuvres d'art, ce sont leurs crampons, les maillots. On l'a vu dans le petit reportage. Et c'est vrai que c'est passionnant. Moi, quand j'ai parlé un peu de l'Algérie, ce qui se passe en ce moment, de la contestation, j'ai eu des réalisateurs en ligne et ils m'ont dit attention, nous les artistes, on est en ligne de pointe, mais tout a commencé dans les stades. Et c'est vrai que là, je trouve que ce qui est passionnant, encore une fois, dans l'exposition, c'est que ça nous rappelle ça. Ça nous rappelle comment les ultras, les clubs ultras en Égypte ont distillé la révolution, comme en Tunisie. Enfin, là, je répète un peu ce que disait Jacques Lang, mais voilà. Et la tournée triomphale du FLN.
cette équipe de football, la première équipe nationale de football algérienne, composée de membres du FLN qui ont donc fui et qui ont fait toute cette tournée triomphale en Europe. C'est génial. Moi, je trouve que pour les nouvelles générations... qui est contesté par les générations d'aujourd'hui, qui essayent de le Mais ils coller à la défendaient porte. l'indépendance, ils défendaient leur pays, en tout cas leur vision du pays, et ça nous est raconté avec des films, avec surtout des photographies, des témoignages, et c'est passionnant, encore une fois. Oui, Alors, qui n'a pas vu une compétition ou un match de la CAN, donc la Coupe Afrique des Nations, n'a évidemment pas, comment peut-on dire, mesuré le chaudron exceptionnel que peut être à la fois la poésie, le nationalisme et les rivalités entre différentes équipes, et notamment en Afrique où la CAN est un événement phénoménal. Oui, c'est vrai, Guillaume, la CAN est un événement phénoménal, un événement politique d'abord, hein, parce qu'il permet de mesurer justement cette cohésion à la fois nationale et même ethnique hein, dans plusieurs pays, parce que quand vous avez 11 joueurs qui portent le même maillot et qui mouillent le maillot pour défendre les couleurs, le drapeau national pendant les compétitions, c'est là qu'on se rend compte que c'est un jeu qui est fédérateur et qui sous-tend justement la cohésion nationale du pays. Alors, pour revenir à la CAN, il faut savoir que dans quelques jours va s'ouvrir 21 juin, ça. la 32e édition de la CAN, la première édition avec 24 équipes et qui revient en Égypte parce que le Cameroun, malheureusement, pour des raisons de sécurité, n'a pas pu accueillir cette édition. Mais l'Égypte, il faut le rappeler, c'est la première nation de football africaine qui a remporté 7 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'était un peu légitime que cette édition revienne se jouer en Égypte, où malheureusement, depuis 2012, les championnats se jouent à huis clos, après ce malheureux incident qui a causé la mort de 70 personnes. Michel, est-ce que vous considérez que le football, c'est la culture ? L'UNESCO parle, c'est très rapide, dit une culture englobe des arts, des lettres, la science, mode de vie, lois, système de valeurs, traditions, croyances. Le football, c'est tout ça. Le football a des artistes, le football, on écrit sur le football, c'est des lettres. Il y a une science du football, il y a des bouquins qui sont dédiés aux techniques, aux tactiques. C'est un mode de vie, pensez aux supporters, c'est avec des rendez-vous réguliers. Il y a évidemment des lois, il y a un système de valeurs, il y a des traditions, il y a des croyances, enfin, il y a tout ça. Il y avait une expo... Il y a des débordements, il y a du nationalisme, il y a des choses qui sont quand même pas très agréables. Alors, il y a ça aussi, mais il y a aussi des clubs qui représentent des luttes sociales. On peut penser à, je sais pas, dans plusieurs pays, que ce soit l'Olympiakos, le Panathinaikos, vous avez d'un côté plutôt les classes populaires et puis les classes aisées. En Suisse, c'est la même chose avec le FC de Zurich, les Grasshoppers. En Italie, pareil, entre la AS Roma et la Roma. Ou bien le Turin et puis le FC Torino et puis la Juventus, par exemple. Il y avait une expo en Suisse il y a quelques années à Bâle, au Musée d'Histoire, qui s'intitulait Football... Amour, foi et espérance, et qui expliquait, ou qui essayait justement d'expliquer de quelle manière le football pouvait être vécu comme une religion, pour aller dans le sens d'une culture. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, il y a des dieux sur le terrain, il y a des pratiquants, il y a des croyants, il y a des cathédrales. C'est comme ça que les journalistes sportifs souvent font référence aux grands stades de foot. Il y a les messes, les fameuses messes du samedi ou du dimanche, avec les matchs qui ont lieu. Non, vraiment, Jack, là, on parlait tout à l'heure d'un miroir de la société qui était le foot. C'est exactement ça, à tous les niveaux, avec toutes les projections qu'on peut avoir. L'argent, la croix. L'argent, le foot, c'est vrai, c'est absolument, complètement, entièrement aujourd'hui, plus que peut-être n'importe quel sport. Tous les sports le deviennent, mais le foot particulièrement, parce qu'il est universel, il est internationalement joué, c'est vraiment un objet culturel en soi, totalement. Le Belge. Non, je dis le Belge parce qu'en matière de football, on a failli se croiser à la Coupe du Monde. Vous vous mais souvenez, bon, vous avez perdu. à l'année dernière. C'est dommage. Je me souviens plus. Mais moralement, Pas de quoi vous voulez parler. perdu. Non, mais ce qui est intéressant... Et Eden Hazard est parti au Real de Madrid. Ce qui est intéressant, et comme le disait un petit peu Denis, justement, c'est qu'en Belgique, on considère souvent alors que c'est un pays qui est de moins en moins un pays, que c'est un conglomérat ou une agglomération de deux entités culturelles qui sont l'entité francophone au sud et l'entité flamande au nord. Et on dit de plus en plus que le seul élément culturel qui nous tient encore, c'est l'équipe de foot. Parce que dans cette équipe de foot, il y a autant de flamands que de wallons, autant de francophones que de non-francophones, et que, en définitive, c'est l'expression même de notre belgitude ou de notre identité belge qui est dans l'équipe de foot. Et c'est pas un hasard, je trouve. C'est très intéressant. Et on retrouve ça à plusieurs niveaux dans l'exposition. Alors, effectivement,
le football est, comme l'a dit Michel, une culture au sens civilisationnel du terme, mais il y a aussi beaucoup de points de contact entre le football et l'expression artistique. Si on regarde, on parlait de PNL par exemple, eux portent des maillots de foot, il y a vraiment des échanges entre tout ça. Chaque année maintenant, enfin tous les 4 ans, pardon, quand les Diables Rouges partent à la Coupe du Monde, on choisit un hymne. Cette année, c'était Damso qui a été choisi. Ça a fait une énorme polémique chez nous. Et donc il y a vraiment... Et c'est les joueurs qui avaient choisi le morceau. Et tout ça n'a pas été compris. Il y a beaucoup de joueurs français qui finissent dans la chanson. Je suis allé voir Pascal Olmeta qui chante Tape dans le ballon. Eric Cantona. Eric Voilà. Cantona. Joël Batz avec les Scarpeaux. Basile Boli avec Chris Waddle. Donc vous voyez, il y a quand même... il y a aussi pas mal de... Il y a des vraies œuvres d'art, par contre. Et il y a des vraies œuvres Des d'art vraies œuvres aussi. Il y a, je ne sais plus quel joueur de foot qui a décidé d'être acteur, qui est parti En tout cas, il y a Eric à Los Cantona, Angeles. ça, Il y a Eric Cantona voilà. aussi, qui est Vraiment. peintre. Donc, il y a vraiment des points de contact très, très forts. Il y a des footballeurs maintenant qui sont collectionneurs d'œuvres d'art. Donc, il y a vraiment des échanges très, très forts entre ces deux mondes. Moi, je voudrais juste rappeler qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations, hein, attention, avec les Pharaons et contre le Zimbabwe, hein, je crois, pour l'ouverture du 21 juin. Mais il y a aussi la Coupe de monde féminine hein, qui en France, le 7 juin, la France affrontera la Corée du Sud. Non, mais il faut le rappeler maintenant, les vous avez femmes raison de le arrivent rappeler. en pointe de crampon. Voilà, et Lyon vient de gagner la Champions League féminine face à Barcelone. Qu'y a-t-il écrit donc sur cette... Qu'y a-t-il écrit sur les réseaux sociaux concernant Sur les réseaux sociaux et Mais sur cette justement, magnifique- j'allais justement parler de la Coupe du Monde féminine, puisque on parle évidemment d'une culture foot sur les réseaux sociaux, mais récemment, c'est le foot féminin dont on parle beaucoup, peut-être à l'approche de cette Coupe du Monde. Et il y a plein de jeunes talents de dessinatrices, notamment une qui s'appelle Chloé Vary, qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Saison des Roses, où elle s'immerge dans la formation d'une équipe féminine dans les quartiers, dans les banlieues, où là aussi c'est compliqué, non pas de trouver des joueuses, parce qu'il y en a de plus en plus avec beaucoup de talent, mais d'exister par rapport aux hommes plutôt misogynes et qui disent mais qu'est-ce qu'il y a, tu vas te mettre à jouer au foot et tous les préjugés qu'on peut avoir. Donc effectivement, c'est un véritable miroir et ça vaut le coup d'aller voir tout ce qui se fait en termes de football féminin, en création graphique, bande dessinée sur les réseaux sociaux. C'est assez relayé. Voilà, vous trouverez chez Grasset un excellent essai de notre camarade Yves Bigot, le patron de TV5 Monde, sur le football.